Les délestages qui prévalent actuellement dans la capitale et les différentes provinces du pays ont fait l'objet un peu plus de 3 heures d'horloge de cette réunion urgente entre le chef de l'État, le ministre et les différents acteurs du secteur de l'énergie. Cette séance de travail a permis aux différents acteurs concernés par la question d'expliquer les raisons des délestages qui n'en finissent plus, mais aussi sur la longue coupure d'électricité de ce dimanche soir. Le président nous a bien rappelé l'importance de couvrir les besoins de nos compatriotes en eau, en électricité, vu l'importance de ces denrées. Il a voulu connaître le diagnostic, qu'est-ce qui se passait, pourquoi nous avons ces délestages fréquents, pourquoi nous avons eu cette très longue coupure hier, et les réponses ont été données, et nous avons, avec le président de la République, évoqué le traitement, c'est-à-dire les mesures que nous devons apporter assez rapidement pour que les Gabonais ne puissent plus connaître ces difficultés. Des coupures intempestives d'électricité liées essentiellement au non-renouvellement d'outils de production et du manque de maintenance des équipements qui nécessitent des mesures urgentes. Il y a deux aspects. Il y a l'aspect d'urgence et il y a l'aspect de fond qui demande des investissements plus lourds, plus importants, qui prennent plus de temps, dont le clou sera le grand barrage de Boué que le chef de l'État a annoncé. Les mesures palliatives, c'est pour l'urgence. Nous aurons une société qui va nous faire un appoint pour arriver à combler le gap en énergie que nous avons. Nous allons réparer au maximum nos équipements qui sont en panne ou qui a des pièces qui manquent pour que tout ça arrive. Ce sont ces mesures palliatives, c'est-à-dire qui ne règlent pas tous nos problèmes, mais qui vont au moins nous permettre d'avoir de l'électricité. Étant tous impactés par ces incidents, le président de la transition générale, Brice Clotaire Oligui-Nguema, a instruit le ministre de l'Énergie à régler une fois pour toutes la question de desserte en eau et en électricité à travers le pays. Présenter les civilités au vice-président de la transition, par ailleurs, mentor et ancien gouverneur du district 9150 du Rotary Club, et échanger sur la tournée initiée au Gabon, voilà qui était au cœur de cette rencontre entre Suzanne Belezoun Kani, gouverneur du district 9150, et Joseph Orondobert, le vice-président de la transition. Avec lui, on a parlé de ma tournée dans le district 9150 du Rotary International, qui est un district qui regroupe 10 pays d'Afrique centrale et de la région des Grands Lacs. Donc ma mission est de visiter les clubs et d'encourager et de motiver les Rotariens à faire ce qu'ils font de bénéfique pour les populations. Une visite dans notre pays axée essentiellement sur le renforcement des missions des Rotariens qui œuvrent au quotidien pour le bien-être des populations et surtout s'imprégner du fonctionnement du Rotary Club Gabon. Le gouverneur du district 650 est en train de faire son travail au Gabon, celui de visiter les clubs, de toucher du doigt les réalités, de s'assurer que les clubs Rotary font des actions et qu'ils entretiennent aussi, ils sont diversifiés, ils recrutent, ils sont en train d'augmenter leur effectif et surtout qu'ils fassent vraiment ce qu'on attend du Rotary, faire du bien dans la communauté, faire des dons dans la communauté. Présent au Gabon depuis 1959, le Rotary Club œuvre dans l'éducation, la santé et le social. Ces initiatives illustrent l'engagement continu du Rotary au Gabon en faveur du développement communautaire et de l'amélioration des conditions de vie des populations locales. Pousser la réflexion dans le cadre de la restructuration de la santé pharmaceutique au Gabon, tel a été le bien fondé de cette réunion entre le gouvernement et les responsables de l'entité de santé suscitée. La santé pharmaceutique, c'était un investisseur privé à 100% pour donner la confiance non seulement à l'État gabonais pour avoir l'œil sur non seulement la gestion et la fabrication et donner la confiance à la population gabonaise pour trouver la solution. Il fallait qu'il y ait la rentrée de l'État dans la prise des actions. Aujourd'hui, le Premier ministre vient de suggérer aussi de faire rentrer les pharmaciens. Si aujourd'hui, on a des pharmaciens au sein de la fabrication des médicaments, on a FDS qui
représente l'État dans la gestion. Je crois que ça va être mieux et pour l'État et pour rassurer aussi la population. La restructuration de la santé pharmaceutique voulue par le gouvernement gabonais permet de la rendre davantage compétitive. La santé pharmaceutique a une capacité sous-régionale. La capacité, ce n'est pas seulement pour le Gabon, c'est pour les pays de CEMAC. Donc, on est en train de finaliser avec BAC, qu'on a signé une convention pour une deuxième unité de glycosé. Le glycosé, c'est 99,9%, c'est de l'eau. Avec l'entrée de l'État à travers ces structures de distribution du médicament, la santé pharmaceutique ambitionne de se positionner comme un leader de la fabrication de médicaments dans la sous-région. Au cabinet du Premier ministre, chef du gouvernement de la transition, Raymond Donsima, les responsables de la compagnie CUFO, Société civile immobilière gabonaise, sont venus présenter l'offre d'un projet de construction de logements sociaux à Okolassi, dans le 2e arrondissement de la commune de Ntoum. Le Premier ministre est chargé de mettre en place toute cette politique et c'est donc dans ce contexte que nous sommes venus présenter au chef du gouvernement le projet de construction d'une nouvelle agglomération que nous avons du côté de Okolassi. Cela consiste à construire dans une première phase 1416 logements assortis d'équipements collectifs. Nous sommes venus et nous avons obtenu auprès du Premier ministre son appui parce que lui-même aussi est attaché à ce que les Gabonais puissent accéder facilement à des logements décents. Des logements visiblement accessibles à toutes les bourses. Oui, nous avons une très bonne politique de prix. Ça veut dire que les logements seront mis sur le marché une fois construits et les gens pourront y l'acquérir sur la base de la location-vente et sur une période de 15 à 20 ans. La société immobilière CUFO vient ainsi capitaliser le potentiel des entités de construction des bâtisses modernes au Gabon. Accompagnés du ministre Maïs Moussi, fils de la localité, les délégués spéciaux de la DOLA, commune et département sont venus présenter leur civilité et féliciter le Premier ministre du gouvernement de la transition, Raymond Donsima, pour avoir mis en œuvre le projet agropastoral de Ndendé. Nous sommes venus, dans un premier temps, le remercier de prendre à bras le corps, n'est-ce pas, ce projet qui est vital, non seulement pour les populations du département d'Adoula, mais aussi pour toute la population gabonaise. Parce que il va falloir que les uns et les autres sachent que ce projet à portée nationale va, n'est-ce pas, faire en sorte que le Gabon, qui dépend très largement des importations agroalimentaires, va être en soit peu revoir cette importation à la baisse. Ça veut dire que nous allons produire de la viande. Nous allons pouvoir aussi produire, n'est-ce pas, tout ce qui est produit dérivé, du lait, que nous allons transformer sur place. Mais pour cela, il nous faut une logistique, n'est-ce pas, qui soit déjà présente. Et il faudra aussi penser à la ressource humaine. Les premiers responsables des collectivités locales de la DOLA vantent le fonctionnement actuel du ranch et mesurent la dimension des activités économiques à venir, ainsi que les emplois connexes qui vont y être déroulés. Dès qu'on commencera la production en viande, si possible aussi la transformation en lait, on pourra non seulement satisfaire les besoins des populations locales, mais aller au-delà, n'est-ce pas, de ce pays, à savoir arroser, pourquoi pas, la CEAC, donc les pays voisins que sont le Cameroun, RCA, le Congo, et j'en passe. Au terme des échanges, le chef du gouvernement apparaît plus que satisfait de cette note de confiance accordée par l'ensemble des responsables de l'administration délocalisée de la DOLA pour une activité qui vient renforcer la position économique du pays. La tempête qui s'est abattue sur le géant Faubert Gabon n'aura duré que le temps de quelques enquêtes de 3 semaines durant le mois de décembre. Pour le cas singulièrement du site de Lambaréné, les autorités gabonaises et les patrons de la société de manière plus globale ont mis de l'eau dans leur vin. Le feuilleton Faubert a fait tellement de vagues que l'affaire a valu le déplacement express sur Libreville du milliardaire camerounais Fokou. Et dans la foulée, l'agence de sécurité alimentaire a vu l'orage emporter son premier responsable, remplacé au pied levé par un homme connu du grand public, le docteur Delors Biogué.
La suite réelle des enquêtes restait sous le boisseau. Comme qui dirait, l'affaire a été réglée diplomatiquement pour éviter les situations fâcheuses. Chez nous, à Lambaréné, c'est au petit trou que la clientèle revient sous une grande prudence. Dans les rues, l'opinion reste divisée. Je crois que beaucoup de têtes tomberaient. Je suis désolé. Et pour le cas de Faubert, il ne fait pas que dans l'alimentation. Et c'est un promoteur économique qui empoche plusieurs Gabonais. Alors, voulez-vous revoir ces Gabonais au chômage? On devait quand même un peu attendre que les enquêtes vont un peu plus loin, même 1 mois, 2 mois, 3 mois, voire même la fermeture définitive de cette entité, voilà, et le réachat même par les autorités compétentes, donc le CTRI, pour essayer quand même d'avoir maintenant un œil, vraiment, parce que c'est quand même l'alimentation, c'est quand même un truc de très sensible. En clair, bien que Faubert Gabon ait sa part de responsabilité dans cette mort au plat qui renforce la malbouffe des Gabonais, il convient de dire que d'autres grandes enseignes très connues participent également à cette mort à petit feu des Gabonais. Les populations de leur part souhaitent que la Gaza ait la même dextérité professionnelle aussi chez le Syro-Libanais ou Mauritanien d'à côté, dont les mauvaises pratiques sont aussi courantes. Sur ce site où s'érige à grands pas la future maison des pompiers se trouvaient 11 hectares environ de plantations qui ont été dévastées, laissant dans la rue, sinon dans la famine, des familles entières d'agriculteurs qui ont vu leur culture être remplacée par des bâtiments avec des promesses d'être indemnisés, sauf que plusieurs mois après, si les bâtiments avancent, les dossiers d'indemnisation sont au point mort, suscitant un sentiment de frustration auprès des familles concernées qui multiplient des sit-ins devant le gouvernorat. Ça fait 1 an, on nous a déraciné nos plantations. Moi-même, j'avais même 40 palmiers. Quand on nous a balancé ça, tout à terre balancé avec tous les récipients. Les arbres fruitiers. Maintenant, on vit comment? On ne travaille pas. On vit comment pour nourrir nos enfants, nos petits-enfants. Je suis mère de 9 gosses, 15 petits-fils. Je les nourris comment? Si on ne veut pas me donner mon argent de ma plantation, la sueur de mon front. Aujourd'hui, sous le prisme de l'impatience et du désespoir, ses compatriotes en appellent à l'intervention de la première autorité du pays. Papa Oligui, au secours! Papa Oligui, tu es notre père, nous sommes notre fils. Depuis 1 an, on nous a dévasté nos champs et nos sous-bassements. On nous fait balader, tantôt on dit que tout est déjà fait à l'agriculture, tout est calculé. Même si elle n'en fait pas clairement mention obligatoire, la loi gabonaise prévoit un accompagnement pour ce cas de figure ou autre déguerpissement pour des travaux d'utilité publique. Nous nous sommes rapprochés auprès de la direction provinciale de l'agriculture qui dit avoir fait sa part de boulot, c'est-à-dire l'évaluation du site et le calcul des indemnisations. Le rapport poursuit toujours l'instance, a été déposé auprès de la délégation spéciale de Lambaréné qui, par son premier responsable, assure avoir transmis le dossier auprès du ministère de l'économie, à charge à ce ministère d'engager le processus de paiement par la voie du trésor public. Les latrines de l'école publique de Magnan, voici ce que ça a été depuis une dizaine d'années, voire un peu plus, et voici tout juste à côté 2 box plus modernes construits grâce à l'appui d'un opérateur économique de la place inscrit dans le cadre de sa responsabilité sociétale d'entreprise. La livraison a fait l'objet d'une cérémonie assez sobre dans ce quartier du 2e arrondissement. Pratiquement, ceci est l'aboutissement d'un combat mené par le collectif des habitants du dit quartier, soucieux du bien-être des populations de la place. Toute chose, il y a un début. Alors, par rapport au cas de change qui a été déposé, ils ont bel et bien démarré pour la réalisation de ces vestiaires. Donc, cela nous aspire, et avec les partenariats que nous avons, à une suite meilleure. La satisfaction est là, mais le meilleur reste à venir. Du directeur de l'école jusqu'au délégué spécial qui a fait le déplacement express, chacun a exprimé son degré de satisfaction et surtout avec la plus grande recommandation d'en faire bon usage. Ça fait depuis plusieurs années que nous n'avons plus eu de lieu d'essence. Pourquoi une affaire, notamment, nous avons un problème, cette école n'a pas de barrière. Nous sommes à côté de Goué et de Weni, donc le risque est énorme. À vous, corps administratif et enseignant, à vous, élèves de l'école de Magnan, je vais vous demander de pouvoir
entretenir et prendre soin de ce bien. Faire un bon usage, une exhortation à marteler, car souvent dans nos écoles, pour les apprenants, notamment les tout petits, ils ne sont pas souvent habitués à ce type d'outils modernes, singulièrement quand il n'y a pas assez de suivi ou de nettoyage permanent. Au-delà de tout, le débat demeure entier auprès de toute la communauté. Cette école reste à délocaliser car régulièrement en proie aux inondations. En relation avec les ministères compétents, il a pour mission la promotion des activités socio-économiques en faveur des personnes âgées, personnes handicapées et autres personnes vulnérables en leur apportant une aide ponctuelle, exceptionnelle ou permanente, matérielle, financière ou psychologique, l'égalité entre les hommes et les femmes, les besoins des enfants et des familles, entre autres. Le centre social d'OIM, c'est aussi un lieu de rencontre avec les usagers où l'on s'efforce de résoudre les problèmes propres à la population d'un secteur géographique donné par des actions collectives à caractère éducatif, social, sanitaire et culturel. Sur le volet éducatif, les locaux abritent un centre d'éducation préscolaire chargé de la préscolarisation de la petite enfance. Son aire de jeu comprenant les portiques d'escalade, les toboggans à la balançoire, les jeux à ressort pour le plaisir, la créativité et la socialisation des enfants ne répond plus aux normes de sécurité. La désolation en ces lieux, c'est également les installations anarchiques d'électricité et d'eau, présentant ainsi des risques d'électrification aux usagers et autres personnels. Situé au quartier Mbouema, à proximité du grand marché en construction, ce triste spectacle que présente le centre social d'OIM devrait servir de sonnette d'alarme. Il y va de la dignité, de la sécurité des usagers et personnels du centre. La cérémonie d'installation a donné lieu à un chapelet d'intervention sur la présentation de l'organisation sociétale, la Task Force, dont l'objectif poursuivi est de lutter contre l'habitat précaire. Je voudrais vraiment avant toute chose vous remercier pour l'accueil. Et c'est quelque chose qui est propre à la province septentrionale du pays, c'est-à-dire le Wellington. Nous avons une vocation nationale, c'est-à-dire la vocation de couvrir l'ensemble des 9 provinces du Gabon. L'objectif de notre, qu'on peut appeler une association, si vous voulez, c'est de lutter contre l'habitat précaire. On n'a pas la prétention de le faire pour tout le monde, mais vous savez, dans la vie, quand on fait ce que l'on peut, Dieu vous est reconnaissant. Nous, notre objectif, c'est de donner le sourire à ceux qui l'ont perdu. Et pour que nous puissions continuer dans ce pont, il va falloir que tous autant que nous soyons unis, parce que l'union fait la force. J'ai visité 2 familles qui vivent dans des conditions difficiles. J'ai visité une maman qui a perdu ses enfants vers l'aéroport. Elle était malade, elle n'avait pas d'argent pour aller se faire soigner. On a dû nous débrouiller pour essayer de lui prendre les médicaments. Et nous prenons l'engagement aujourd'hui que nous allons nous battre pour que ces 2 bâtisses soient faites. Je prends cet engagement aujourd'hui parce que la solidarité a un sens. La Task Force n'est en concurrence avec personne. Nous voulons l'unité dans notre pays au détriment des divisions, a laissé entendre le coordonnateur provincial. Cette cérémonie d'installation n'est pas qu'un simple acte protocolaire. Elle marque très certainement le début d'une nouvelle dynamique, un tournant décisif pour notre province et partant notre pays. C'est un symbole de renouveau, d'espoir et de responsabilité partagée. À travers cette rencontre, nous affirmons notre engagement à travailler ensemble pour accompagner la vision des plus hautes autorités, en tête desquelles le président de la transition, président de la République, chef de l'État, son Excellence le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema. Que la Task Force Okume n'est pas un mouvement hostile à n'importe qui que ce soit. Nous ne sommes en concurrence avec personne. Nous sommes plutôt complémentaires avec
les autres associations qui soutiennent le président de la République. Que les gens n'imaginent pas que la task force Okume est concurrente des autres formations ici présentes au niveau de notre province. Agrémentée par la prestation des artistes du label Bel Oyem, cette rencontre intervient au lendemain de l'appel du 18 janvier dernier, organisé sur toute l'étendue du territoire national par la task force Okume.